Kuno était un jeune garçon né dans un monde fantastique, portant la cicatrice du héros sur le visage, ce qui est considéré comme incroyablement rare objet qu'un chevalier sacré lui avait laissé. Mais le prix à payer fut la perte de la vue. Pour toujours. Kuno n'a jamais su ce que signifiait voir quelque chose et demandait souvent à ses parents ce que l'on ressent en voyant. Mon père répondait que voir signifie être capable de percevoir les couleurs, de voir toutes les belles choses que Dieu a créées. Le monde et c'est très important si tu veux trouver de grands méchants gothiques. Sa mère, en revanche, lui a dit que la perte de ses yeux n'est rien comparée à la cicatrice de héros qu'il a reçue et prétend que ce n'était qu'une petite. C'était le prix à payer. Il entendait souvent les servantes de sa maison le plaindre d'être aveugle, ce qui irritait Kuno, qui souhaitait simplement être traité comme un garçon normal de son âge. On lui attribua bientôt un instructeur de magie, il n'était pas totalement convaincu, car il ne comprenait pas ce que cela pouvait faire à une personne aveugle. Une servante le conduit vers la pièce où l'attend son nouveau professeur de magie. Kuno demande alors à la servante quel est le but de tout cela. De ne pas pouvoir apprendre la magie s'il ne peut même pas marcher seul et a besoin qu'on le tienne par la main en permanence. La servante. Il comprend sa frustration et lui explique qu'il est né avec une crête d'eau sur le front, ce qui signifie que il possède une grande affinité magique, en particulier avec la magie de l'eau, et s'il apprend cette magie, il pourra faire des merveilles pour le monde et lui-même. Kuno n'est pas vraiment d'accord avec cela, mais décide de ne pas discuter lorsque la servante ouvre la porte. Où sa nouvelle tutrice, Jen, l'attendait. La méchante intello aux cheveux bleus accueille chaleureusement Kuno et le présente elle-même avant de commencer leur première leçon. La leçon s'avère assez facile pour Kuno, qui il parvient immédiatement à mouiller son bâton d'un simple sort. Jen le félicite pour son talent, tandis que Kuno lui demande ce qu'il a fait avec la magie. Jen explique qu'il a simplement utilisé un sortilège, qui a produit une goutte d'eau de la taille d'un globe oculaire. Une soudaine prise de conscience frappe Kuno alors qu'il se saisit les yeux, ce qui effraie Jen, qui pense que Kuno est l'un de ceux des petits flocons de neige bien pensants qui ne comprennent pas l'humour et adorent s'offenser. Mais il s'exclame soudain que s'il peut faire. Il crée des gouttes d'eau de la taille d'un œil, puis il peut aussi créer ses propres yeux. Comment il a relié ces deux éléments reste un mystère. C'est un mystère pour moi, mais on ne peut pas contester la logique des animés. Un certain temps passé. Kuno n'est plus aussi mélancolique qu'avant. A commencé à apprécier le toucher de différentes choses et à s'intéresser à toutes sortes d'aliments et les différentes odeurs dans la pièce. Il commence à dévorer de la laitue sans savoir ce qu'il mâche. Mais la bonne lui raconte tout avec joie et affirme qu'elle se sent beaucoup mieux depuis qu'elle prépare à manger. Plus gratifiant qu'avant. Elle commence à lui frotter le visage avec des myrtilles tandis qu'il essaie de comprendre le sens de tout va bien. Mais bientôt, son professeur arrive pour lui donner des cours particuliers. Il est donc obligé de partir. Son professeur particulier, Flora, est une vraie maman. Et lui demande ce qu'il veut étudier aujourd'hui. Kuno répond qu'il veut lire sur l'histoire et sur l'histoire de la nuit sainte, Yug. Flora est un peu surprise car la seule raison pour laquelle il est aveugle est à cause de cette nuit sainte. La nuit. Mais la servante lui donne le feu vert. Flora se tourne vers Kuno et lui dit de la prévenir s'il se sent ne se sentant jamais dépassé ou mal à l'aise. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter car il veut tout apprendre et il apprend tout ce qu'il peut. Bientôt, il découvre l'histoire de son propre monde et comment un combat a eu lieu entre les démons et les humains s'affrontaient, et la situation tournait très mal pour les humains. Heureusement, un héros émergea du côté de l'humanité. Nommé Hugh, le chevalier sacré qui parvint enfin à mettre fin à la tyrannie du roi démon et à instaurer la paix. La terre était de nouveau de retour. Hugh fut cependant maudit par le roi démon et, depuis ce jour, chaque génération de sa lignée est frappée par cette malédiction. Certains naissent aléatoirement avec un membre manquant. Certains naissent sans jambes, d'autres sans dents. Et d'autres encore nés sans yeux.
Depuis ce jour, les humains appellent les personnes handicapées de sa lignée les réincarnations du héros lui-même portent sa cicatrice. Kuno n'adhère pas particulièrement à cette idée. Cependant, son idéologie est différente, car il se considère comme plus que la simple réincarnation de Hugh. Il est une personne à part entière, et ses pouvoirs magiques lui appartiennent en propre et ne lui ont pas été prêtés par un héros disparu depuis longtemps. Il pratique sa magie. Il perfectionne ses compétences chaque jour et ne cesse de s'améliorer, espérant un jour créer sa propre Père Dieu. Il s'est fait tromper. Mais tout cela a un prix, car s'entraîner autant demande beaucoup de mana et d'endurance. Il s'effondre au sol tandis que sa servante le ramène à l'intérieur. Il se relève, exaspéré qu'à ce rythme, cela va. Il lui faudra une éternité pour avoir ses propres yeux s'il n'améliore pas rapidement son endurance. La bonne lui dit qu'il n'a que 7 ans et doit prendre de la masse musculaire s'il veut devenir fort. Kuno répond qu'ils doivent trouver d'une manière différente puisqu'il s'évanouit en utilisant simplement les sorts les plus basiques, ce qui devrait être complètement hors de propos. Question. Sa servante Echo lui dit qu'il pourrait peut-être lui mettre un équipement comme celui de Sam Sulk, et peut-être même une épée. Avec l'entraînement, il sera bientôt assez fort pour lancer autant de sorts qu'il le souhaite. Kuno et Echo sont d'accord. Il part aussitôt à la recherche d'un bon maître d'armes pour s'entraîner. Le lendemain, Echo trouve un maître d'armes nommé Oruru commence à l'entraîner. Il maîtrise les bases dès le premier jour, et Jen aussi. Il arrive prêt pour les cours de magie. Jen est un peu surprise par les efforts qu'il déploie, qu'il veuille ou non. Il fait une pause, mais il pose aussitôt son épée et prépare une baguette pour la prochaine leçon. Jen ignore combien d'énergie il lui reste. Il lui en reste. Elle décide donc de vérifier s'il a retenu la leçon précédente. Kuno. Il récite immédiatement la formule magique, mais au lieu de produire une seule boule d'eau, il en produit une dizaine. Des boules d'eau parfaitement transparentes. Jin est surprise, se demandant comment diable il a pu maîtriser le sort si rapidement, et réalise que ce garçon est assurément différent. Cet après-midi-là, Kuno reçoit la visite d'un homme venu de la capitale royale qui se transforme. Il s'agissait de la princesse Miri. Depuis la naissance de Kuno, elle lui était promise, car Kuno appartenait à. Il était issu d'une famille noble et portait la cicatrice du héros, ce qui est très important. Elle ne l'appréciait pas particulièrement. Pourtant, depuis sa dernière visite, il se comportait de manière distante, sans jamais jouer à des jeux avec elle. Depuis ce jour, elle redoutait l'idée de devoir vivre avec un type taciturne et grognon pour le restant de ses jours. Sa surprise, lorsqu'elle le vit cette fois-ci, fut grande, il semblait être une personne complètement différente, et il lui adressa un sourire chaleureux. Il l'accueille dans son manoir. Elle lui demande aussitôt si quelque chose s'est passé, car il a l'air différent. Aujourd'hui. Il répond qu'il est tombé amoureux de la magie et qu'il a trouvé un nouveau sens à sa vie. Il s'excuse ensuite de ne pas. Il lui accordait une attention particulière lors de leur précédente rencontre et prétendait avoir beaucoup à lui dire sur les nouveautés, puis il sortait immédiatement une boule d'eau devant elle. Elle s'enthousiasme et est immédiatement impressionnée, mais Kuno décide de la soulever. Il crée un arc-en-ciel avec sa balle d'eau, qui remporte un franc succès. Il prend ensuite sa main et lui montre. Elle l'emmène dans le jardin où ils échangent des anecdotes sur leur vie. Et bientôt, le soleil commence à se coucher et elle est obligée de. Elle remonte dans sa calèche et retourne à la capitale. Le lendemain, il annonce à Flora qu'il souhaite apprendre. Il fait preuve de toutes les manières d'un gentleman pour être un meilleur compagnon. Même Flora est impressionnée par sa délicatesse. Et commence à lui enseigner toutes les règles de courtoisie qui devraient aller de soi pour un noble. Après sa leçon, Jen arrive également pour elle. Elle est choquée de voir le changement d'attitude de Kuno lorsqu'il la salue de manière très formelle et la remercie pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Jen décide de le promouvoir et lui explique qu'ils peuvent maintenant aller plus loin. Aller de l'avant et apprendre des sorts plus complexes qui l'obligeraient à réfléchir à tous les différents composants de son sort.
Par exemple, vous pouvez modifier la viscosité, la couleur, la température, entre autres, et l'utiliser de 1000 façons différentes. Elle sort ensuite 2 boules d'eau devant lui et lui dit de toucher les deux. Ces formes lui sont déjà familières, alors il les saisit aussitôt et se rend compte que l'une d'elles est chaude. Et l'autre est plus froide. Jen répond que ce sont des différences comme celle-ci qui distinguent un magicien d'un autre. L'autre. Kuno semble comprendre le principe et produit une boule d'eau qui tombe ensuite dans la tasse devant lui. Il dit ensuite à Echo de prendre une gorgée, ce qui la perturbe un peu, mais elle ne le questionne pas et obéit. Dès qu'elle goûte l'eau, son expression change. Elle leur dit alors que l'eau a le goût de jus de pomme. Jen est absolument anéantie, car elle repense à la nuit blanche qu'elle a passée à trouver une nouvelle idée. Il n'y a rien à lui apprendre. Le moins qu'il puisse faire, c'est de ne pas le maîtriser immédiatement. Cette nuit-là, Kuno reste éveillé dans son lit. Tenant une pomme verte et une pomme rouge, il réfléchissait à la façon dont il pouvait comprendre le goût et l'odeur des différentes choses. Mais il n'a toujours aucune idée de ce qu'est une couleur jusqu'à ce qu'il parvienne à comprendre qu'il ne pourra pas. Il ne pouvait apporter aucune modification plus subtile à sa magie, et encore moins se créer des yeux magiques. Le lendemain, alors qu'il était assis pour le petit déjeuner, quelque chose change en lui. Il dit à Echo qu'il veut un thé au lait sans lait, ce qui est. C'est stupide. Mais Echo ne veut pas se moquer d'une personne handicapée. Alors elle lui demande d'aller lui chercher de l'eau. Il sort un. Il lance une boule d'eau en l'air et la lui envoie, quand soudain il réalise qu'il a pu ressentir des choses différentes toute sa vie. Et si ces choses étaient ce que tout le monde appelle des couleurs? Il cueille une pomme verte et demande. Si cette pomme est rouge, Echo pense simplement qu'il est devenu fou et lui dit qu'elle est verte et non pas rouge. Puis il choisit une autre pomme et demande si elle est rouge. Echo répond qu'elle est effectivement rouge. C'est alors que Kuno la surprend en affirmant que le panier devant lui contient 3 pommes rouges et 2 pommes vertes. Echo. Il est choqué d'entendre cela, mais Kuno répond qu'il a pu ressentir différentes choses en les touchant. Il pense pouvoir deviner la sensation de chaque couleur sur ses doigts. C'est un grand progrès. Et Echo. Immédiatement. Il court annoncer la nouvelle à son père. Il demande aussitôt si Kuno sait lire et Echo répond qu'il est capable de suivre la couleur de l'encre sur le papier et de lire ainsi. Le lendemain matin, il commence à s'entraîner. Il utilise à nouveau sa magie et invoque une énorme boule d'eau rouge, affirmant qu'il peut mieux percevoir la couleur en la créant. Elle grossit. Soudain, sa mère l'appelle, ce qui le déconcentre, et la boule d'eau tombe sur eux, les recouvrant du liquide rouge. Sa mère perd connaissance, croyant qu'il s'est passé quelque chose et que ça. Son fils était couvert de sang, ce qui perturbe Kuno. Mais Echo lui explique que le sang est aussi rouge. C'est pourquoi sa mère est si effrayée. Pendant ce temps, Jen observe la scène de loin, pensant que les exploits de Kuno est capable de performances qui dépassent tout ce qu'elle a jamais vu auparavant et se demande si ce garçon a le talent pour décrocher le titre le plus prestigieux au monde et devenir un sorcier azur. Quelques jours passés. Maintenant. Partie 2. Kuno a commencé à étudier l'hydromancie. Il cherche à élargir ses horizons pour découvrir tous ses talents. Mais Echo ne semble pas comprendre ce qu'est l'hydromancie. Alors il essaie de lui expliquer en termes très simples que l'hydromancie consiste simplement à utiliser de l'eau dans un bol pour prédire l'avenir ou retrouver un objet perdu. Echo. Il lui demande aussitôt s'il pourrait lui trouver un mari. Mais Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'est une belle jeune fille, n'est-ce pas? Dans la chair de sa jeunesse, des tas d'hommes voudraient l'épouser. Bon sang, s'il n'était pas un noble fiancé. Ah! S'il avait pris la princesse royale pour épouse, il l'aurait fait aussi. Ils rient tous les deux à cette idée tandis qu'Echo lui rappelle qu'elle est. Il a 10 ans de plus que lui. Mais Kuno rétorque que pour lui, l'âge n'est qu'un chiffre. C'est alors que Flora arrive pour les leçons et passe son examen qu'il réussit brillamment, toutes les réponses étant très approfondies, politiquement correctes, et rien qui puisse lui valoir un bannissement sur Instagram.
Il pense au fait qu'elle a. En gros, elle lui a appris tout ce qu'elle pouvait à ce niveau et s'inquiète du fait qu'elle lui ait peut-être aussi appris à déchirer le mari. Il tente de flirter avec toutes les filles qu'il croise. Soudain, Kuno lui offre du thé et commence à essayer d'eux. Elle la soutient également, et elle s'inquiète qu'il ne soit entraîné dans le mouvement Maître Tout, mais elle pense que ce n'est pas le cas. Globalement, il va mieux, car il était toujours triste et morose. Maintenant, au moins, il semble profiter de la vie. Plus tard. Ce soir-là, Eko dit à Kuno qu'ils doivent se préparer car son père souhaite le rencontrer et la convoquer. Il se rend à son manoir. Il se prépare aussitôt et bientôt, tous deux s'aventurent dans la nuit froide, une torche à la main. Eko se plaint d'avoir froid en touchant sa main. Kuno décide d'intervenir et utilise sa magie pour créer un effet magique. 2 grosses taches d'eau. Mais à la surprise d'Eko, l'eau est chaude et douce. Elle la presse contre son visage, affirmant. Elle lui dit qu'elle adorerait dormir dans un lit fait de ça. Et Kuno la rassure en lui disant que ce n'est qu'un prototype. Et il prépare déjà de nombreux autres produits. Il demande ensuite honnêtement à Eko s'il a mal agi ces derniers jours, et si son père l'appelle parce qu'il est en colère contre lui. Il se souvient du dernier. L'événement où il a créé la boule d'eau rouge a provoqué l'évanouissement de sa mère et la colère de son père. Eko lui dit de ne pas le faire. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il a tout fait parfaitement, son père n'a donc aucune raison d'être contrarié. Bientôt. Ils arrivent au manoir et se réfugient rapidement à l'intérieur pour se réchauffer. Lorsqu'il est accueilli par le majordome et son Kuno, le grand frère, est très heureux de revoir son frère aîné car il ne le voit pas très souvent. Mais son frère. Elle lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps car leurs parents attendent dans le centre solaire. Le frère aîné les conduit à la chambre et en chemin, il demande. Kuno lui demande s'il veut bien lui tenir la main pour le guider. Mais Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est maintenant capable de sentir son. L'environnement est bien meilleur et il ne devrait pas avoir trop de mal à s'y déplacer. Son frère pense à. À l'époque, Kuno restait toujours dans son état mélancolique et il devait toujours lui tenir la main pour l'emmener n'importe où. Dans la maison. Il est vraiment surpris par l'ampleur des changements qu'a connu Kuno en si peu de temps et souhaite. Lui dit le meilleur. Bientôt, il frappe à la porte et entre. Quand son père lui dit que mademoiselle Flora prétend que elle a enseigné tout ce qu'elle avait à enseigner à une enfant de noble lignée, et pour poursuivre ses études, une école formelle serait nécessaire. Kuno répond qu'il ne souhaite pas vraiment aller à l'école car il ne veut pas causer de problème. Ses camarades de classe et ses professeurs ne sont pas en situation de handicap. De plus, il affirme avoir ses propres projets et avoir pris une décision. Il ne sait pas quelle voie il souhaite suivre, et ce n'est certainement pas dans le milieu scolaire. Son père rit. Modifié. Tandis que mon père. Il m'aurait passé un savon si j'avais dit ça. Son père prétend que, selon lui, l'éducation formelle est réservée aux gens normaux. Eh bien. Mais comme c'était obligatoire pour toute personne de noble légalement, il dut demander une faveur au roi et créer un. Kuno fait exception. Il réplique qu'il sent déjà le népotisme, et son père lui ordonne de la fermer. Il prend ce qu'on lui donne sans chercher à être trop progressiste. Sur ce, Kuno aborde les vraies questions et commence à les poser. À propos de son argent de poche, affirmant qu'il mérite une augmentation compte tenu de son travail acharné. Mais, tout comme un porc capitaliste, refuse son père, affirmant que la prochaine fois qu'il fera des coups d'éclat comme l'incident du sang dans le jardin, il va se passer de son argent de poche pendant 6 mois d'affilée. Sa mère intervient pour changer de sujet et évoque le train de retour sur les rails. Son père se souvient précisément pourquoi il a fait venir Kuno et lui dit que, bien qu'il soit d'accord avec son choix, il doit décider d'abandonner ses études. Il doit aussi réfléchir à son avenir avec la princesse, car la scolarité est. Étant donné l'importance de son rôle dans l'éducation du noble, elle pourrait être ridiculisée du fait que son futur époux soit. Il n'a même pas reçu une éducation correcte. Étonnamment, Kuno comprend tout cela et accepte d'aller à l'école en affirmant que ce sera compliqué. Mais il ne peut pas laisser la princesse être ridiculisée à cause de lui.
Son père lui dit de ne pas s'inquiéter. Mais grâce au népotisme et à la corruption, il a réussi à se rendre à l'école 5 fois seulement. Il s'agit de pouvoir passer les examens finaux de niveau avancé et de les réussir pour obtenir son diplôme. Pour Kuno, c'est une situation idéale. Il accepte donc immédiatement. Son frère aîné lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il ne sera pas seul, car lui et la princesse Marie va également passer le même examen, afin qu'ils puissent tous obtenir leur diplôme ensemble. Sa mère devient vraiment ravie que son fils aille bientôt à l'école, elle appelle immédiatement Iko car ils vont. Il doit prendre de nombreuses mesures pour son manteau et d'autres vêtements. Avant qu'il ne puisse partir, son père le rappelle. Et lui dit que pendant que Kuno est à l'école, d'autres nobles qui les détestent pourraient essayer de l'approcher. La princesse Miri et il aura pour mission de veiller à ce que tout se déroule sans accroc. Ixio le rassure en lui, disant qu'il sera toujours là. Restez avec eux et assurez-vous que son petit frère est en sécurité. La prochaine fois que la princesse Miri lui rendra visite, elle sera impatiente de le savoir. Qu'il fréquentera l'école avec elle et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle l'accompagnera et lui fera visiter les lieux. Kuno se demande à voix haute si les autres nobles amoureux d'elle n'apprécieront pas cela et ne seront pas jaloux. Mais Miri lui dit de ne pas s'inquiéter, que cela n'arrivera pas. Kuno lui demande alors si elle n'est pas populaire dans son école et si une solitaire de plus. Mais elle lui explique qu'elle est évidemment très populaire du fait qu'elle est une princesse et elle connaît au moins 5 garçons désireux de la courtiser. Kuno songe au fait que ces choses peuvent dégénérer. Problématique. Il décide donc de se procurer un autre bâton magique pour se défendre. Finalement, le jour du départ arrivé. Kuno se prépare aux côtés d'Ixio. Mais tous les regards sont tournés vers Kuno, qui est absolument ravissant avec sa nouvelle cape et son nouveau canne. Il prend quelques pauses avant de monter dans la calèche, puis utilise sa magie de l'eau pour recouvrir les roues de. Le wagon est recouvert d'une fine couche d'eau pour le rendre plus stable et moins chaotique. Ixio est très impressionné par les idées de Kuno. Kuno se réjouit simplement que ses compétences magiques aient des applications concrètes dans la vie réelle, contrairement à un diplôme en études de genre. Son frère se souvient de l'époque où Kuno était encore un adolescent mélancolique et sombre, et où il est tombé. Parce qu'Isho n'écoutait pas et s'est mis à pleurer comme un petit enfant. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne l'est pas. Cette personne n'existe plus et est suffisamment forte pour survivre à toute l'humanité. Ixio commence à s'inquiéter un peu. Son petit frère morveux commence à parler comme un roi démon plutôt que comme la réincarnation d'un héros, mais il fait comme si de rien n'était. Ils mettent leurs pensées de côté lorsqu'ils arrivent enfin à l'académie. Kuno me trouve à l'extérieur et commence immédiatement à. Il flirte avec elle tandis que son frère aîné reste là, mal à l'aise. Kuno se sent bientôt un peu dépassé par tout ça. Le nouvel environnement lui paraît étrange, car il peut entendre des milliers de voix et sentir la présence de centaines d'élèves à l'intérieur de l'école. Il pense à propos de la façon dont son ancien lui aurait reculé devant cela. Mais sa magie lui a donné la confiance dont il avait besoin et il s'empare de Mess et entre à l'académie. Il devient immédiatement le chouchou des filles, qui prétendent que le nouveau garçon est le plus populaire. Il ressemble davantage au prince des contes qu'à un étudiant. Même le professeur qui était censé lui faire visiter l'école et qui était stressé. Elle avait entendu dire que Kuno était un garçon extrêmement timide. Mais la réalité est tout autre. Elle l'appelle et elle se présente comme le professeur Cast et affirme qu'elle sera son guide aujourd'hui. Il la remercie pour son aide. Et nous fait ses adieux, à son frère et à moi, qui avions promis de déjeuner ensemble. Pendant ce temps, le professeur lui montrait la scène. Il ignorait totalement qu'il s'était déjà fait de nombreux ennemis parmi les brutes qui régnaient autrefois sur l'école. Étaient les plus populaires avant son arrivée. Cass emmène Kuno dans une autre salle de classe et lui explique qu'il sera. Il devait passer 5 examens pour obtenir son diplôme, généralement espacé d'un intervalle. Mais depuis que l'école est passée à l'enseignement direct, Kuno, ayant reçu l'ordre de son père et du roi lui-même de regrouper ses examens, répond sérieusement que le roi est
Ses pairs sont meilleurs amis et ce qu'ils font est un cas flagrant de népotisme, ce qu'ils désapprouvent. Totalement. Cass affirme. Elle ne veut pas être mêlée à des histoires politiques et le supplie de la tenir à l'écart de son idéologie woke. Activisme. Elle lui tend le sujet d'examen et affirme qu'il a 2 heures pour le terminer. Après l'examen. Une fois arrivé, il retrouve Murray et descend manger. Mais avant qu'il n'atteigne la salle à manger, elle est approchée par le prince Lyle, le frère aîné de Murray, furieux qu'une personne plus populaire que lui soit intéressée. Il est actuellement à l'école. Kuno sent Murray se tendre à la vue de son frère, mais il ignore qui il est. Il était sur le point de s'emporter, prince ou non. Personne ne parle à sa future épouse. Mais avant qu'il ne. Ixio, qui pourrait tout faire, intervient et tente de désamorcer la situation. Malheureusement, Lial et ses acolytes. Ils ne semblent pas disposés à dialoguer gentiment et continuent d'envenimer la situation. C'est alors que Kuno décide de. Il prend les choses en main et utilise secrètement sa magie pour rassembler toutes les gouttelettes magiques à proximité et les attirer. Ils ont baissé les yeux sur le pantalon de Lee avant de déclarer que le prince semblait s'être fait pipi dessus. Le prince est furieux, mais trop gêné, il n'ose rien dire et s'éloigne pour aller se changer. Ichiko, quant à lui, dit à son frère de baisser le ton. Car personne ne. Ixio ne saura jamais qu'il est celui qui a fait ça au prince héritier du royaume. Il se creuse la tête pour comprendre ce qui s'est passé. Cela pourrait arriver maintenant qu'ils se sont attirés l'inimitié du 6e prince du royaume. Mais Kuno ne semble pas vraiment le faire. Il fait attention en dévorant son hamburger. Pendant ce temps, Ixio prie pour qu'ils réussissent leurs examens. Sans autre incident. Pendant ce temps, Lial est furieux contre Kuno et prépare sa vengeance. Il arpente les couloirs de l'école d'un air menaçant. Et tous les élèves ont peur de lui. Il n'épargne même pas les professeurs et ordonne à Cass de retourner dans la cuisine. Lorsqu'elle lui demande de faire un peu moins de bruit dans les couloirs. De retour dans la salle à manger, Kuno demande à Murray et Ixio ce que Lial est vraiment un monstre, et pourquoi n'a-t-il même pas essayé de cacher sa haine? Murray répond qu'il l'a probablement fait pour. Il surveille son statut de près car il craint qu'elle ne lui fasse de l'ombre un jour. Kuno s'intéresse au thé et à Miri. Elle lui explique que Lial est le 6e prince et qu'elle est la 9e princesse. Dans la hiérarchie habituelle, elle est inférieure à lui. Mais comme elle est fiancée à un homme portant la cicatrice du héros, son statut social s'élève rapidement et cela inquiète Lial. Murray. Il dit que maintenant que Kuno a fait ses débuts en société, tous deux ont un statut social plus élevé que Lial et lui. Il cherche désespérément à rester pertinent. Kuno trouve toute cette histoire de politique ennuyeuse et Murray lui dit que même s'il ne l'était pas, qu'il soit magicien ou porteur de la cicatrice sacrée, elle serait tout de même heureuse d'être fiancée à lui. Kuno use de ses charmes. Il fait part de ses compétences et se dit heureux d'être fiancé à elle. La prochaine fois qu'il verra son père, il s'agenouillera devant lui. Par gratitude, même s'il ne s'agenouillera jamais devant un autre homme. Sur ce, il dit qu'il devrait s'excuser au prince Lial pour ses actions. Mais Ixio et Mary lui conseillent de ne même pas y penser, car c'est une idée encore pire. Plutôt que de sortir avec une fille qui est encore amie avec son ex. Peu après, c'est l'heure de l'examen final de Kuno. Et il s'entraîne. Avant de passer l'examen, il fait de la magie avec Jen. Comme d'habitude, il invoque une goutte d'eau, et Jen lui demande d'en changer la forme. Sensation du jour. Kuno utilise immédiatement son pouvoir pour figer la masse. Et quand Jen la tient, elle dit qu'elle a une sensation particulière. Comme une pomme, ce qui n'est pas vraiment possible, mais les méchants geeks ont toujours raison. Elle dit à Kuno de toucher beaucoup d'eux. Il s'agit de comprendre ce qu'il ressent et de s'en servir ensuite pour modifier encore davantage sa magie. Au lieu de saisir cette opportunité. Si Kuno la touche ou touche à l'herbe, il va se mettre à tripoter un cheval dès qu'il arrive à l'école. Ixio Sorei. Surpris de voir son frère agir de façon si suspecte, il décide néanmoins de le laisser à ses méthodes. À ce moment-là, Miri arrive en courant pour les accueillir, et Kuno en rajoute une couche,
disant que puisque c'est le dernier jour, il va la retrouver à l'école, il a l'impression que le monde s'écroule. Ensuite, il entre à l'intérieur où Cass lui annonce qu'il va. Il passera l'examen final avec les autres élèves. Kuno est choqué et très enthousiaste en apprenant cela. Parce que c'est la première fois qu'il va vraiment vivre sa vie scolaire. Il se tourne ensuite vers Cass et dit qu'il regrettera de ne plus être seul avec elle dans leur chambre spéciale et qu'elle n'est pas vraiment dérangée par le caractère inapproprié de la situation. Cela semble plausible. Elle dit à Kuno qu'elle veillera simplement sur lui et lui souhaite bonne chance pour la suite. Ixio remarque que Kuno semble s'être beaucoup rapproché de Cass et confirme qu'ils ont beaucoup discuté. Pendant les examens, il raconte comment Cass a passé le concours pour devenir enseignante, suivant ainsi le garçon qu'elle aimait. Mais ça. Ce bon à rien n'a raté son examen, elle seule l'a réussi. Maintenant, elle est prof et lui, un clochard sans emploi. Et Cass n'a aucune idée de ce qui va suivre. Elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Ixio et Miri sont toutes deux inquiètes pour la santé mentale de Cass après avoir entendu les sujets abordés. Elle en parle avec un enfant. Mais à ce moment-là, des élèves les interrompent, curieux de connaître Kuno. Cass lui demande de se présenter et Kuno se présente comme le fiancé de Mir et le petit frère d'Ikyo. Tout le monde est impressionné par lui sans raison apparente, et Kuno dit qu'il est vraiment heureux de voir que ça. Fiancé. Son frère aîné avait en fait des amis, car personne ne les avait approchés jusqu'à présent, et il était tristant. Pensant qu'il l'était. Ixo dit à Kuno de ne pas les manquer de respect comme ça et Meri, gênée, explique qu'elle avait demandé à tous ses amis de l'aide. Ses amis lui ont demandé de la laisser tranquille pour qu'elle puisse passer plus de temps avec lui. Kuno s'excuse de ne pas s'être rendu compte de son comportement. Il exprime ses sentiments, puis répète qu'il est content que nous ayons toutes les deux des amis. Il ne voulait pas être direct avec elle. Et leur demander s'ils sont solitaires, car ce serait impoli et sa mère n'a pas élevé un garçon impoli. Il était presque prêt à le dire. Ils leur font comprendre qu'il est normal de ne pas avoir d'amis en jouant la carte de la compassion et en leur disant que sa situation est encore pire. Tous les autres sont convaincus par sa mise en scène. Mais Meri sait que Kuno n'a aucun problème à être sans ami et il le confirme. Bientôt. L'heure de l'examen approche et Cass ordonne à Kuno d'arrêter de tripoter le pigeon et de rejoindre sa place. Meri commence. Il le conduisait à sa place quand soudain Lial est arrivé et les a repoussés tous les deux. Il est furieux contre moi parce que la nouvelle de l'incident du mariage en pantalon est parvenue au palais, et même les domestiques en parlaient. Dans son dos. Lial pense que tout le monde ici est pareil et qu'ils doivent le critiquer dans son dos parce qu'ils n'ont pas. Il a le cran de lui dire les choses en face. Il serre les poings de rage, mais Kuno lui saisit soudainement la main et se présente. Il s'adresse lui-même au prince. Il dit qu'il n'a pas eu l'occasion de le saluer correctement l'autre jour, mais qu'il le voulait vraiment. Il voulait bien s'entendre avec son beau-frère. Toute la classe est stupéfaite en voyant cela, car personne ne s'y attendait. À l'exception de quelques flagorneurs, rares sont ceux qui osent s'approcher de Lial. D'ailleurs, c'est la première fois que quelqu'un salue Lial. Comme ça, et il ne sait pas comment réagir. Kuno lui serre vigoureusement la main, et Lial est incapable de réagir. Il parvient à se libérer de son emprise, malgré tous ses efforts. Il fait semblant d'être très éveillé et affirme à Kuno qu'il ne lui a jamais donné son consentement. Lui tenir la main ou lui parler. Kuno, cependant, ignore complètement cette remarque et affirme que Lial a vraiment des mains viriles qu'il veut autour de sa gorge. C'en est trop pour Lial, qui se tourne aussitôt vers Mir et lui demande ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui cloche chez son futur mari? Au lieu de répondre, Meri éclate de rire, car elle n'aurait jamais imaginé que Lial puisse rougir ainsi. Lial est encore plus gêné lorsque toute la classe se joint à moi pour rire de ses réactions et il se tourne vers Kuno, en lui donnant un ordre. Kuno finit par le laisser tranquille et l'affaire se règle pacifiquement. Cass commence. L'examen a lieu, et une fois qu'il est terminé et que les copies sont corrigées, elle annonce que tout le monde a réussi. Tout le monde réussit. Je suis ravi d'apprendre cela et Kuno célèbre sa remise de diplôme avec son frère et sa fiancée.
Plus tard dans la soirée, il part. Il rentre chez lui et dit au revoir à tout le monde. Tout le monde est triste de dire au revoir à ce garçon original. Mais charmant, et même lial. Il semble avoir changé après sa rencontre avec Kuno. Le lendemain, ses leçons de magie avec Jen reprennent. Et elle lui dit d'eux. Kuno crée un petit typhon, puis, sur ordre de Jen, le divise en 10 boules d'eau, les colore, et puis modifie leur texture. Jen est satisfaite, mais Kuno a encore plus à montrer. Il dit avoir appris. Jen découvre quelque chose de nouveau et transforme une tache d'eau en un pigeon blanc qui vole comme un vrai. Ses genoux flageolent en réalisant que Kuno est officiellement une bien meilleure sorcière qu'elle et qu'elle va perdre son emploi. Elle décide de révéler cette vérité à Kuno pendant l'heure du thé et lui demande de s'y préparer mentalement. Elle a une nouvelle bouleversante à lui annoncer. Kuno renvoie Echo avant de demander à Jen si elle est une déesse venue d'un autre monde. Elle voulait lui enseigner, mais elle doit maintenant retourner dans sa dimension divine. L'idée amuse Jen. Mais elle n'y prête pas attention. C'est trop. Elle dit à Kuno qu'elle n'a plus rien à lui apprendre et qu'il est déjà meilleur qu'elle. Kuno se lève et dit qu'il ne veut pas la laisser partir à cause des petits stratagèmes qu'elle a inventés pour l'occuper. Le fait de prolonger son emploi lui a permis de comprendre beaucoup plus de choses sur la magie que n'importe quel cours normal. De plus, il lui est reconnaissant car c'est elle qui l'a inspiré à créer des yeux grâce à la magie. Il est prêt à tout pour la garder comme son professeur et lui propose une augmentation de salaire. Mais Jen, pour une fois honnête, déclare qu'elle a été surpayée tout ce temps. Elle a du temps libre et n'a plus de travail. Elle dit à Kuno qu'il devrait prendre un professeur bien meilleur qu'elle. Elle veut approfondir ses études. Mais il refuse. Il prétend avoir tellement progressé grâce à ses petits stratagèmes et exige qu'elle le trompe. Il l'encourage davantage. Tandis qu'il prononce ces mots, des animaux d'eau surgissent de partout et se mettent à câliner Jen, qui est encore plus excitée. Plus que jamais convaincue que son rôle dans la vie de Kuno est terminé, elle quitte la maison de Kuno et décide de devenir une meilleure sorcière, après avoir été inspirée par le travail acharné et le dévouement de ses élèves. Peu après, Echo raconte. Kuno a même dit que Flora avait démissionné de son travail car le programme était terminé et Kuno avait obtenu son diplôme. Elle n'a pas attendu pour dire au revoir car elle serait trop émue, et Kuno décide de lui écrire une lettre de remerciement. Echo. Elle lui dit de lui demander si elle a un beau serviteur de plus des 20 m80 dans son manoir, car elle en cherche un. Kuno demande à Echo si elle compte vraiment quitter son travail et se marier. Echo confirme qu'elle pense que Kuno est désormais parfaitement autonome et qu'il est temps pour elle de se marier, car le choix de partenaire est limité. La suite est plutôt mauvaise. Pendant le dîner, Kuno annonce à ses parents que tous ses professeurs ont démissionné et que Jen lui a dit de il faut trouver un magicien extraordinaire pour lui enseigner ensuite. Ixio dit que le sorcier royal Zo est devenu très célèbre ces derniers temps et sa mère peut en témoigner. Kuno demande à son père de nommer Zo comme professeur, mais celui-ci lui répond que ce n'est pas possible. Il explique comment les choses fonctionnent. Il précise qu'il ne peut pas faire venir le sorcier royal pour qu'il lui enseigne. Et Kuno demande à son père ce que. À quoi bon être le meilleur ami du roi s'il est incapable de faire même ça? Le père de Kuno lui explique que seul le roi et les personnes directement autorisées par lui peuvent rencontrer les sorciers royaux qui quittent rarement le château. Et ne se rencontrent pas. Les roturiers. Kuno comprend maintenant son dilemme, mais il a une solution toute prête. Il dit à son père qu'il viendra. L'accompagnera au palais royal la prochaine fois qu'il ira parler au roi, et il s'y perdra. Des sorciers le trouveront et, grâce à un coup de pouce du scénario, il sera pris comme élève. Le père de Kuno lui dit d'arrêter. Il regarde énormément d'animes et de dramas parce que les choses ne fonctionnent pas comme ça dans la vraie vie. Il dit que son plan n'a pas de plan. Kuno est persuadé que cela lui permettra d'obtenir ce qu'il désire, mais il ne peut garantir le succès de la méthode. Il demande donc de l'aide à sa mère. Et comme elle l'apprécie beaucoup, elle supplie son père d'intervenir. Le père est très attaché à sa femme et finit par accepter. Parler au roi de cette affaire.
même s'il n'a guère d'espoir quant à la réussite du plan. Quelques jours plus tard, un maître sorcier reçoit un dossier d'un autre sorcier de haut niveau. Il est stupéfait par un apprenti sorcier. Il apprend à devenir l'élève du sorcier royal Zo. Mais la jeune fille lui dit que le garçon semble talentueux et princesse. Miri est follement amoureuse de lui. Le maître, indifférent à cela, se met à lire le dossier de Kuno en détail. Et cela suffit à éveiller son intérêt pour le garçon. Quelques jours passent ensuite, et Kuno reçoit enfin l'appel. 2. Il se rend au palais royal pour se présenter au sorcier royal. Il monte dans une calèche aux côtés d'eux. Son père qui semble. Je suis plutôt content de la tournure des événements. Kuno affirme que l'amitié entre le roi et son père doit se poursuivre. C'est plutôt profond s'il s'était préparé à une telle demande. Mais son père répond que la véritable raison pour laquelle ils obtiennent l'occasion de rencontrer le sorcier royal s'explique par le vif intérêt que le grand sorcier de la cour portait à Kuno. Et ses capacités, et souhaitait également le rencontrer. Son père lui demande alors quel genre de magie il est capable de pratiquer. À ce moment précis, Kuno récite immédiatement une incantation et crée une petite boule d'eau qui se transforme rapidement en chat noir. Et s'assoit sur ses genoux. Son père est stupéfait, affirmant qu'il ne peut croire qu'une chose pareille soit possible. Il pense même que cela pourrait être réalisé par magie et commence à caresser le petit chaton. Il est surpris que le chat ne sente même rien. Comme par magie ou comme par l'eau. Il a l'impression que c'est n'importe quel autre chat qu'il attraperait dans la rue. Kuno lui dit que il n'a maîtrisé l'apparence des animaux que récemment, car auparavant il ne parvenait qu'à créer des animaux qui étaient complètement transparents. Mais depuis quelque temps, il parvient à changer la couleur des animaux. Il le veut. Son père se met à jouer joyeusement avec le chat et Kuno demande s'il ne devrait pas prendre un vrai chat pour ça. À la maison. Comme un père typique, il refuse, prétextant qu'il mettrait beaucoup de désordre dans la maison. De plus, il pourrait aussi. Il trébuche dessus et se blesse. De plus, il prétend que la mère de Kuno préfère de toute façon les chiens. Donc ils ont vraiment le choix de vouloir un animal différent. Peu après, ils entrent dans la capitale et sont immédiatement accueillis par une jeune fille aux cheveux argentés nommée Rei, la deuxième princesse du royaume et la sœur aînée de Miri. Kuno. Il la salue chaleureusement, affirmant qu'il est très chanceux d'avoir une si belle femme comme elle pour belle sœur. Le père se demande si son fils est fait pour la rue, mais décide d'y réfléchir plus tard. Ri sourit, affirmant qu'elle a beaucoup entendu parler de Kuno par sa petite sœur et adorerait avoir une longue conversation avec lui. Kuno remarque un chat et leur demande s'il a besoin de nourriture spéciale. Mais dès que le père de Kuno repose le chat en arrière, il se retourne. Au sol, Kuno interrompt son sort et le chat redevient une simple flaque d'eau. Ri comprend alors que Kuno. Elle semble être bien plus douée qu'elle ne le pensait. Son père, quant à lui, regrette qu'il n'ait pas pu. Ri propose à Kuno de l'emmener en haut de la tour noire, après lui avoir donné un nom pour le chat. Son père, quant à lui, affirme qu'il aura lui aussi une petite conversation avec lui. Le roi, puis peut-être rentrer chez lui. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui après la tour noire. Il a l'intention de. Il lui dit de rendre visite à Meri et peut-être de l'emmener à un rendez-vous chic. Son père lui conseille de profiter de son séjour et lui promet de réorganise un transport pour Kuno chaque fois qu'il décidera de rentrer chez lui. Peu après, Ri emmène Kuno jusqu'à la tour noire et sur le où il lui demande s'il marche facilement ou s'il a besoin d'aide. Kuno répond que oui. Il va parfaitement bien et commence immédiatement à lui poser un tas de questions qui la déconcertent car elles viennent toutes de Stephen. Des questions dignes de Hawking en matière de magie. Elle lui explique qu'elle ne peut pas avoir une discussion aussi pointue pendant qu'elle. Il marche et lui demande s'il connaît le nombre d'enfants du roi actuel. Kuno n'y a jamais pensé. Jusqu'à présent. Ré révèle donc que le roi est un vrai prince charmant et qu'il a engendré cette princesse. 10 princesses, l'un après l'autre. L'autre? Elle est la deuxième princesse, tandis que Marie est la 9e.
Mais plus que cela, le plus intéressant à ce sujet. Ce qui caractérise ce pays, c'est que la succession au trône ne fonctionne pas comme d'habitude, où le trône revient au fils aîné après le roi. Dans ce pays, on suit un système appelé méritocratie où tous les princes et les princesses seront évalués sur la base de leurs compétences et de leurs mérites, qui peuvent varier en fonction de leur talent et de leur niveau. Le dévouement qu'ils manifestent envers un art particulier. Cela signifie que même le plus jeune prince ou la plus jeune princesse a une chance égale de gagner le trône quel que soit leur âge. Elle lui dit en outre qu'elle a elle-même déjà renoncé à ses droits. Elle a choisi de devenir mage plutôt que de prétendre au trône dans cette succession et travaille désormais à perfectionner ses compétences en tant que l'une des les meilleurs sorciers scrutent le pays. Alors qu'il traversait le couloir, une sensation soudaine l'attira vers fenêtre d'où il regarde distraitement en direction d'une tour sombre d'où il perçoit toutes sortes de magies différentes. Des êtres. Bientôt, Risha lui révèle quelque chose de très important, car elle pense qu'il existe une faible possibilité qu'il puisse. Elle lui conseille de ne s'allier à aucune faction. Jusqu'à ce qu'il soit sûr de sa décision et lui dise également de ne jamais dire quoi que ce soit qui puisse être utilisé contre lui pour le discréditer. Le faire paraître mal. En remerciement de ces précieuses informations, Kuno décide de lui rendre l'appareil. En lui montrant une technique magique spéciale où il gèle une fine couche d'eau sous ses chaussures, créant une fine couche de glace qui pourrait. L'idée lui plaît beaucoup et elle lui demande aussitôt de la laisser essayer. Kuno utilise rapidement. La magie opéra aussi sur elle. Et puis, tous deux se mirent à patiner dans les couloirs comme une bande de fous. Furieux. Les gardes tentent de les poursuivre car ils ne peuvent pas laisser Ri être blessé. Malheureusement, Ri et Kuno sont beaucoup plus nombreux. Plus rapides que les gardes, ils parvinrent à leur échapper. Mais leur chance tourna rapidement lorsqu'un chevalier les aperçut et se lance immédiatement à sa poursuite. Kuno demande s'il devrait s'arrêter, mais Ri s'amusait trop et lui répond que il pourrait probablement distancer le chevalier, mais c'est là qu'il se trompait, car le chevalier parvient à les rattraper et à les capturer. Ils furent emmenés dehors, dans le jardin, pour une bonne réprimande. Plus tard, ils furent escortés vers la tour où ils se trouvent bientôt. Kuno est présenté à Etch, le grand sorcier du royaume. Impressionné par sa présence, il réalise l'ampleur de son pouvoir. Le monde est ainsi fait. Il pensait auparavant que la magie de Ray était impressionnante, mais comparé même à cela, H semble être dans une situation complètement différente. Un tout autre niveau. Il demande immédiatement s'il est né avec un emblème d'eau et Kuno répond en l'affirmative avant de prétendre qu'il ne connaissait pas grand-chose à ces blasons. H explique qu'il y a. Les mages peuvent porter sept types différents d'emblèmes, chacun correspondant à leurs affinités magiques. Comme le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, les ténèbres et les oiseaux. De plus, chaque crête possède un. Le classement se fait par étoile, de 1 à 5, ce qui explique pourquoi les 2 étoiles de Kuno sont assez courantes. Ri répond que même. C'est une mage du vent de niveau 2 étoiles. Kuno le comprend immédiatement, affirmant le ressentir lui. Même. Et Ri sont comme du fromage fondu américain, alors que chacun semble être une meule artisanale de parmesan affiné. H est d'accord. Que la description semble suffisante et révèle qu'il s'agit en réalité d'un joueur 4 étoiles. Immédiatement après cela, ils descendent tous au terrain d'entraînement en contrebas et annoncent à Kuno qu'il va le tester un peu pour évaluer ses pouvoirs magiques. Kuno, un peu intimidé, se demande si cela signifie qu'un mage royal est prêt à devenir son maître. Un tuteur s'il réussit le test, mais il ne pense pas vraiment avoir beaucoup de temps pour tout analyser. Il convoque aussitôt un élève plus âgé, lui aussi mage royal, et lui demande de faire une démonstration de sa magie de l'eau. Le mage. Il récite l'incantation et aussitôt une multitude de gouttelettes d'eau magique apparaissent dans l'air, créant un effet brillant. Motif. Tandis qu'il se tourne vers Kuno et lui ordonne de vaincre la magie du garçon par la sienne, il repense au temps. Jen lui expliquait comment non seulement il pouvait créer de l'eau, mais aussi manipuler l'eau déjà présente dans l'environnement.
Jusqu'à présent, cela n'a jamais été un problème pour lui. Mais il n'a jamais réellement essayé d'en prendre le contrôle. De l'eau créée par un autre mage. Il réalise que Ash a créé sans effort une mission que ni lui ni Jen n'ont pu réaliser. Il y avait réfléchi, et maintenant il va devoir improviser. Il décide de tenter le coup et essaie immédiatement de. Il tenta de reprendre le contrôle au mage aux cheveux argentés. Au début, il crut que cela fonctionnerait, mais il se heurta à un obstacle de taille lorsque les gouttelettes d'eau commencent à résister tandis que le mage parvient à les retenir sans effort sous l'emprise de sa propre magie. Il semblait très intéressé par la suite des événements. Mais Kuno n'était pas du genre à perdre si facilement, alors il laissa faire. Il se donne à fond et utilise toute son endurance pour tenter de prendre le contrôle. À la surprise générale, Kuno parvient à en affronter deux. Les boules d'eau s'éloignent du mage hautement entraîné et expérimenté avant que chacune ne mette fin à leur cycle. Kuno se laisse tomber à son point de départ. Les genoux serrés, le souffle court, le mage aux cheveux argentés répond honnêtement qu'il n'aurait jamais pensé qu'un simple le garçon pourrait lui prendre deux de ses balles d'eau. Il se tourne ensuite vers Eth, affirmant qu'il est prêt à prendre le garçon sous son tutage, mais aussitôt les autres mages se mettent à intervenir, affirmant que même eux aimeraient. Ils ont Kuno comme élève. Ash leur ordonne de se taire car il veut voir ce dont Kuno est vraiment capable et lui pose la question pour créer quelque chose auquel il a pensé. Kuno crée immédiatement un trampoline grâce à son eau. Il est saisi par la magie et se met aussitôt à sauter dessus, s'amusant comme un fou. Les autres mages font la queue, impatients de l'imiter. Essayez, car ils veulent comprendre comment cela fonctionne et s'ils peuvent le reproduire. Ash dit cependant à Kuno qu'il veut. Ils l'ont convaincu de passer la nuit au château afin qu'il puisse voir de quoi Kuno était encore capable. Kuno répond que malheureusement, il a rendez-vous avec Murray, il doit donc l'emmener dîner ce soir. À ce moment-là, Ray lui demande si il peut créer n'importe quel animal grâce à sa magie, voire des humains. Kuno répond qu'il peut faire les deux. Il crée aussitôt une poupée humaine à l'image de sa servante, faite de magie de l'eau. Elle n'est pas encore parfaite? Donc, la femme de ménage est un peu translucide. De plus, il n'a pas encore parfaitement réglé leurs mouvements, ce qui pose également problème. Le mage aux cheveux argentés demande s'il peut faire quelque chose aux poupées, et Kuno leur raconte l'histoire de l'époque où j'ai essayé de les faire voler, mais ça n'a pas été bien accueilli car la poupée avait l'air bête en le faisant. Uchamedati obtient. Intrigué, Kuno est contraint de faire une démonstration. Il se met à jouer avec la poupée et la fait voler dans les airs. Il fait des allers-retours incessants, effrayant la moitié des habitants du château, ce qui lui vaut une nouvelle réprimande. Et ils sont tous forcés de s'excuser. Bientôt, le soleil se couche et Ash annonce à Kuno qu'il a réussi les tests et qu'il assignera personnellement un sorcier à Kuno afin qu'il puisse apprendre à mieux utiliser sa magie. Kuno est ravi. Il va raconter la nouvelle à son père, qui est furieux car il a entendu des plaintes concernant son fils à deux reprises en quelques heures. Il le réprimande pour son utilisation irresponsable de la magie. Peu après, son père repart pour leur manoir, laissant Kuno seul. Ray, resté en arrière, réalise qu'il doit rejoindre Mary sinon il sera en retard pour le dîner. Ray lui dit ils doivent utiliser leur magie pour atteindre Miri, sinon ils seront en retard. Il décide donc de faire une petite expérience en tant que Kuno. Elle crée une bulle d'eau et réutilise sa magie du vent pour les propulser vers l'avant, tel le tapis volant d'Aladin, tandis qu'il s'élève dans les airs. Elle traverse les cieux et atteint rapidement les abords de la chambre de Murray. Malheureusement, Ray oublie de progressivement. Elle diminue sa magie et la désactive complètement, ce qui les fait tomber et ils sont rattrapés par Dario de la nuit. Pour la troisième fois aujourd'hui, il est furieux et leur fait une nouvelle fois la morale pendant des heures. Pendant que Murray attend son Murray, telle une princesse charmante dans sa robe, commence elle aussi à paniquer en attendant Kuno. Elle fait les 100 pas dans sa chambre. Elle se demandait si son futur époux viendrait. La servante tenta de la rassurer, affirmant que Kuno avait forcément
dû venir. Il est resté trop longtemps à l'académie, c'est peut-être pour ça qu'il est en retard. Heureusement, bientôt. Ils entendent frapper à la porte. La servante ouvre la porte et trouve un des gardes qui l'attend. Celui-ci annonce que Kuno est arrivé et attend. La princesse est dehors. La servante se retourne et trouve immédiatement Murray assise sur le canapé en train de siroter un verre. Du thé cher. Comme si elle n'était pas déjà en train de paniquer et de faire les 100 pas dans sa chambre. Avant même qu'elle ait pu terminer son. Sur ces mots, Murray sortit de la pièce et se dirigea d'un pas rapide vers son fiancé qui l'attendait. Elle trouva Kuno qui l'attendait. Il se trouve au pied de l'escalier et s'excuse immédiatement pour son retard avant d'essayer de la faire monter. Il prétend que la lune est magnifique ce soir, même s'il est complètement aveugle. Il me demande sa main, qu'elle me donne. Gracieusement. Il l'accueille et la fait immédiatement monter dans son fouet avant de l'emmener dans un restaurant 3 étoiles Michelin dirigé par Gordon Ramsay. Ils entrent dans le restaurant gastronomique et se voient immédiatement proposer une eau gazeuse. Hors de prix. Mais ils ne sont pas fauchés. Les garçons t'aiment bien, alors ils peuvent se permettre de boire tout ce qu'ils veulent. Ils se mettent tous les deux à boire. Sous le regard de la servante de mairie. L'élégance et la prestance de Kuno se manifestent dans sa façon de se tenir. Murray entame la conversation et demande si il a eu l'occasion de visiter la Tour Noire aujourd'hui. Kuno répond avec enthousiasme à la question, révélant qu'il avait eu la chance de la visiter. Il a eu l'occasion de rencontrer sa sœur aînée aujourd'hui et affirme que tous les mages qu'il a vus à la tour étaient là. Impressionnant, y compris la seconde princesse Ray. Il lui dit également qu'il a réussi l'examen de mage, mais Kuno ignore tout de l'identité de son futur professeur. Il continue de flirter avec la princesse, qui semble apprécier sa compagnie. La nuit, même si sa servante trouve Kuno plutôt gênant, mais c'est l'amour de jeunesse et tout ça, alors tant pis. Une fois que ce sera fait. Pendant leur dîner, Kuno surprend Murray en lui saisissant le bras et en lui disant que même si, en ce moment, il avait ces dîners occasionnels, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Quand ils se marieront, chaque soirée semblera merveilleuse. Comme ça. Cela surprend même la bonne qui a regardé trop de vidéos de présentation de livres et qui pense que Kuno n'est pas si. Finalement, elle a honte. Miri parvient à maîtriser ses émotions avec élégance. Mais dès qu'elle atteint de retour dans sa chambre, elle se met à rire comme une petite fille, submergée par la joie, en repensant à tout ce que Kuno a fait. Il le lui a promis. Quelques jours passent et Kuno retourne à son manoir. Il s'installe dans son bureau et rédige un rapport. Lorsqu'Echo, qui faisait sa lessive, lui demande de l'aide, Kuno utilise immédiatement Il utilise une variante de sa magie de l'eau et crée immédiatement une grande quantité d'eau mousseuse qui balaie facilement toute saleté et de la crasse. Echo le remercie pour son aide, mais Kuno lui explique qu'il essayait de terminer un rapport, qui sera retardé. Echo lui dit d'arrêter de faire le loser et de s'enfermer dans sa chambre à étudier comme un intello. Kuno répond. Il veut simplement terminer son rapport tant que tout est encore frais dans sa mémoire. Echo lui explique qu'être un intello ne l'empêchera pas de réussir. Ne lui en donnez pas, et s'il ne passe pas de temps au soleil à jouer et à profiter de l'air frais, sa croissance en sera affectée. Kuno est touché. Il réalise la dure réalité, les filles préféreront toujours les hommes grands, mais Echo lui promet qu'elle, l'aimera. Peu importe sa taille, pourvu qu'il soit bien doté. Sur ce, il s'assoit à l'ombre d'un linge qui sèche. Lorsque Kuno demande s'ils ont reçu une réponse de la Tour Noire, il semble qu'il n'est toujours pas décidé. Qui est? Alors qu'il s'apprête à devenir le professeur de Kuno, son vœu semble se réaliser car, quelques jours plus tard, une lettre lui est adressée. Et il s'avère que le très séduisant maître sorcier a été désigné comme son nouveau tuteur. Kuno ne le fait pas. Il ne sait pas vraiment quoi penser de cet homme car il n'en a entendu parler que par sa mère. Mais Echo commence à devenir folle pour lui, affirmant que Zo est l'homme le plus beau du continent, et commence à s'inquiéter de perdre du poids et de devenir. Ses cheveux sont coiffés de manière à ce qu'elle soit à son avantage au cas où Zo la repérerait. De retour au
Château, réentre pour rencontrer. Murray lui annonce que Zo a été choisi comme nouveau tuteur de Kuno. Marie semble être excitée comme ceci. Cela signifierait que Kuno pourrait apprendre auprès du meilleur sorcier. Ri soupira, affirmant qu'elle aurait vraiment aimé être. Le sorcier de Kuno était vraiment amusant et ferait un élève intéressant. En traversant le couloir, Murray. Elle aperçoit en chemin deux de ses sœurs aînées, Eve et Lydia, qui lui lancent un sourire narquois. Murray se fige aussitôt sur son visage. Heureusement, Ray est avec elle, ce qui la rassure. Mais Eve intervient, affirmant qu'elles ont entendu. Elle parle beaucoup de son fiancé, Kuno, et plaisante sur le fait qu'ils ne sont pas encore mariés mais seulement fiancés, ce qui signifie il peut techniquement tomber amoureux et épouser n'importe quelle autre princesse. Cela me rend jalouse, mais Ray prend la parole. Il prétend que les deux filles sont des F coupées et que Kuno ne les verrait pas même s'il avait des yeux fonctionnels. Cela fait rougir les filles de colère qui passent en courant, affirmant que Ray devrait se mêler de ses affaires et agir. Elle se comporte davantage comme une princesse, puisqu'elle a déjà été réprimandée 3 fois par un chevalier. De retour au manoir de Kuno, il boit du thé. Aux côtés d'Eko, il se demandait quel genre de personne était exactement son professeur, tandis qu'Eko rougissait. Déjà rien qu'à cette pensée. À propos de Zo et du fait qu'elle pourra le voir de près. Soudain, une calèche s'arrête devant leur porte et Murray. Elle en sort en sautant. Kuno est surpris de la voir à ce moment inopinément, mais se met immédiatement à essayer de la relever. Prétendant devoir se préparer mentalement à être en présence d'une femme aussi belle. À son insu, Zo est également à l'intérieur du wagon et écoute toutes ces remarques gênantes tout en se demandant pourquoi. Diable il est là. Kuno a été entraîné malgré lui dans cette histoire. Il n'en a toujours aucune idée et continue de parler de façon inquiétante, persuadé que Marie. Elle a changé de savon. Mais quand j'en ai parlé à ma collègue, j'ai reçu une lettre des ressources humaines. Zo décide bientôt de sortir de la calèche et Kuno ressent immédiatement une présence différente autour de lui. Il comprend que cela ne peut être que Zo. Pendant qu'Eko panique intérieurement, Kuno se dit simplement à quel point Zo doit être fort plus qu'il peut. Littéralement. Kuno sentit son aura magique danse autour de lui. Il comprit immédiatement que cet homme était bien plus puissant que n'importe quel mage qu'il avait rencontré. Il aperçut Kuno à la tour noire et il était peut-être même plus fort que le grand maître lui-même. Mary remarqua l'expression sur le visage de Kuno et Kuno lui demande aussitôt si tout va bien, mais il l'ignore et salue Zo avant de se présenter. Zo affirme qu'il se fiche de tout ça et qu'il ne cache pas son aversion pour les gamins. Yeko se demande comment on peut être un mage si grossier, mais qui en même temps trouve ça excitant grâce à la décadence intellectuelle des discussions livresques. Zo déclare sans embâche qu'il n'avait pas choisi d'être son tuteur et que ce rôle lui avait été pratiquement imposé par le grand maître. Kuno ne le fait pas. Il se soucie vraiment de tout cela et répondent simplement qu'ils sont tous soumis aux lois de la politique et de la hiérarchie. Ils ne peuvent rien y faire. Dario se présente également officiellement comme le garde de Myre, tandis que Kuno présente ses excuses à. Il le réprimande pour avoir causé tout ce tapage l'autre jour. Bientôt, ils s'assoient tous pour un match, ce qui est une corvée pour Zo, qui Zo ne supporte pas les échanges de regards et de flirts incessants entre la princesse Mary et Kuno. Il intervient et leur dit de se tenir à carreau, car il est là pour parler de magie et non pour entendre des dialogues ringards. Entre deux jumeaux, Zo décide de s'amuser un peu avec Kuno et de le taquiner en lui demandant s'il sait tout ce qui concerne la magie composée. Kuno répond que la magie composée est un type particulier de magie avancée dans laquelle le lanceur de sorts utilise plusieurs sorts différents simultanément. Zo sourit et demande combien de sorts il peut utiliser en même temps, mais rien n'aurait pu le préparer à la réponse qu'il reçoit. Kuno lui répond qu'il peut utiliser 31 sorts simultanément et qu'il peut aller. Il peut lancer jusqu'à 32 sorts, mais il lui arrive parfois d'échouer. Zo, impressionné, lui répond il peut lui-même lancer jusqu'à 50 sorts, ce qui surprend Kuno, qui ne pensait pas que quelqu'un puisse être aussi doué. Utiliser autant de sorts à la fois.
Zo demande alors à Kuno comment il a réussi à dépasser la limite des 20 sorts, car c'est là que presque tout le monde échoue. Mais Kuno répond qu'il a simplement combiné un tas de sorts et les a superposés les uns aux autres. Zo semble impressionné, car il ne pensait pas que beaucoup de gens seraient capables de trouver ça par eux. Même. Il a rapidement. Il comprend alors pourquoi tant d'autres mages lui en voulaient d'avoir pu enseigner à Kuno alors que n'en avait même pas eu l'occasion. Pourtant, ce sont eux qui les ont accueillis dans la tour noire. À ce moment-là, il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, même s'il lui avait dit. Il lui a dit que Kuno était vraiment intéressant. Mais même eux n'ont probablement aucune idée du talent exceptionnel de Kuno. Zo finit par s'investir un peu plus et se lève de son siège avant de dire à Kuno de montrer ce dont il est capable. Il ne veut pas perdre son temps avec quelqu'un qui ne fait que parler sans agir. Il lui dit de lécher les bottes et le supplie de devenir son tuteur. Miri pense aussitôt que Kuno ne ferait jamais une chose pareille. Mais elle. Il s'avère qu'il a complètement tort, car il s'effondre comme un château de cartes, après avoir qualifié Zo de meilleur sorcier du monde. Il expliquait à quel point il sentait bon et comment même Lil, un garçon hétéro, pouvait succomber au charme d'un mage aussi dangereux que lui. Zo. Il commence à être mal à l'aise face à ce type bizarre et lui dit de se tenir à carreau avant d'utiliser un de ses sorts. Pour créer. Il fait un mur de terre. Il dit à Kuno d'essayer de le détruire s'il le peut et qu'il peut utiliser toutes les méthodes qu'il souhaite. Avant même que Kuno puisse commencer, il lui demande de lui fabriquer un liao, dont il a tant entendu parler. Il utilise aussitôt sa magie pour créer une eau sur laquelle Zo affirme qu'il s'assiera pour la contempler. Mais au moment où dès qu'il touche le lit, il est transporté dans un autre monde en réalisant sa douceur et se retrouve immédiatement. Pendant ce temps, Kuno examine le mur et se rend compte que, malgré son apparence très simple, il possède un sortilège magique extrêmement dense circule à l'intérieur, le rendant pratiquement indestructible. Il découvre également que Zo a renforcé son sort plus de 40 fois pour le rendre encore plus puissant. Mais il ne s'en inquiète pas outre mesure. En fait, il s'assoit avec la princesse pour prendre le thé, affirmant qu'il devrait attendre que Zo se réveille et qu'il le casserait. Alors. 2 heures. Zo passe devant et se réveille, découvrant le soleil se coucher à l'horizon et son mur toujours debout. Il demande à Kuno si il abandonna, mais Kuno répondit qu'il attendait. Et maintenant que Zo est debout, il peut s'occuper du mur. Sur ce, Kuno. Il s'approche du mur et utilise son eau savonneuse, qui dissout lentement la saleté. Zo sourit en réalisant qu'au lieu de se frayer un chemin à coups de jet d'eau comme d'autres l'auraient fait, il a choisi la solution la plus intelligente. Route. En observant cela, il décide d'accepter officiellement Kuno comme élève et lui annonce qu'à partir de maintenant, il sera. Elle l'assistera dans toutes ses expériences dès demain. Le lendemain, Zo arrive de nouveau avec la princesse. Miri s'adresse aussitôt à Kuno, affirmant qu'il est le garçon le plus chanceux du monde car il bénéficie de ce privilège. Être formé par le meilleur mage de tout le royaume. Kuno est passé maître dans l'art de la médiocrité à ce stade. Et immédiatement, il commence à flatter Zo en affirmant qu'il est sans conteste le plus chanceux du monde d'être entraîné par le plus beau garçon. L'homme du royaume. Zo semble satisfait et sourit, affirmant que le travail d'aujourd'hui sera difficile et que Kuno ne devrait pas. Je m'attendais à ce qu'il soit indulgent. Kuno se met aussitôt à jouer la comédie, se prenant la tête entre ses mains et prétendant que si Zo se montrait indulgent envers Kuno, celui-ci penserait simplement qu'il ne l'aime plus. Zo est un peu effrayé par le petit pervers, lui ordonne de se calmer et l'emmène à l'intérieur. Une fois dans la pièce, cependant, Kuno. Son enthousiasme retombe lorsqu'il réalise que sa tâche du jour consistera à prendre des notes sur les mémos que Zo a créés. Des documents en règle, avec une belle écriture. Kuno sait que c'est le travail de Zo, qu'il est trop paresseux pour faire. Et s'en prenant à Kuno, qui était si enthousiaste à l'idée d'apprendre tous les différents types de magie aujourd'hui. Mais hélas, il n'a pas. Zo examine toutes les options et accepte de faire le travail.
Il se tourne vers le reste de l'équipe et leur dit à tous de dégager. Les documents ici sont des secrets d'État qui ne peuvent être lus que par lui. Kuno présente ses excuses à Merie. Elle promet de terminer bientôt le travail et de revenir la voir. Merie sourit et quitte la pièce avec les autres. Après que Zo se soit tourné vers Kuno et lui ait dit de recréer le matelas d'eau qu'il avait fabriqué la veille, Kuno l'a immédiatement utilisé. Il use de sa magie et crée un matelas d'eau confortable et chaud. Sans un mot, Zo s'y installe et plonge dans les profondeurs. Kuno soupire et se met au travail tandis que Merie emmène Echo à l'écart dans le kiosque à l'extérieur et lui dit. Elle lui confie qu'elle essaie d'apprendre à se battre à l'épée depuis quelques jours, mais lui demande de ne rien révéler. Kuno n'a pas encore reçu d'informations. Echo est surprise, car il est rare que les princesses apprennent à se battre avec un. Elle accepte de garder le silence. Merie se prépare rapidement et saisit son épée en bois avant de sortir. Dans l'arène, face à Dario, il commence à s'affronter à l'escrime. Il est évident que Miri a débuté récemment. Elle est en plein apprentissage, mais elle progresse rapidement car elle veut être assez bonne pour Kuno. Elle sait qu'il a le héros. Une cicatrice, ce qui signifie qu'il va devenir extrêmement célèbre et qu'elle doit être à la hauteur de ses propres compétences et talents pour que ils peuvent être considérés comme égaux aux yeux de tous. De retour dans la pièce du dessus, Kuno continue de déchiffrer les lettres de. Les vieux parchemins se bloquent sans cesse car l'écriture est illisible, ce qui rend la tâche difficile. Pour comprendre ce qu'est une lettre et ce qu'est un diagramme. Alors qu'il peinait à déchiffrer l'une des notes de service, Zo finit par se réveiller. Il reprend son sommeil et semble avoir repris des forces. Il se tourne alors vers Kuno et lui demande où il en est. Kuno répond qu'il est presque à mi-chemin de sa tâche. Mais au lieu de le féliciter, Zo commence à. Il le provoque en affirmant que même un aveugle pourrait travailler plus vite que lui. Kuno répliquant. Déclarant que n'importe qui pourrait devenir aveugle en essayant de lire son écriture. Il prétend même qu'un ver de terre enveloppé de bouée. Une gribouillis sur une feuille de papier serait plus jolie que son écriture. Zo lui dit de ne pas comparer son œuvre magistrale à une piètre écriture. Ver de terre, mais Kuno lui dit simplement qu'il va certainement lui envoyer une facture pour tout le travail qu'il effectue. Zo lui dit de ne pas se la jouer malin, car il est encore en plein entraînement. Kuno a l'air surpris, mais Zo. Elle lui explique que ce qu'ils peuvent lire dans un livre reste gravé dans leur mémoire, même s'ils l'oublient tôt ou tard. Mais les choses que leur cerveau essaie d'interpréter. Puis leurs mains notent et restent coincées dans les parties les plus profondes de leur. L'esprit s'en imprègne et cela devient une connaissance difficile à oublier. Kuno comprend enfin la raison de. Il met de la cire, enlève la cire et le remercie pour la formation. Bientôt, le soir arrive et Zo se prépare à repartir. Kuno dit à Kuno de terminer tout le travail restant avant son prochain passage. Mais avant qu'il ne puisse partir, Kuno. Il l'arrête et lui demande ce que représentaient ces étranges diagrammes sur l'une des notes, qui ressemblait à une formule magique. Zo. Il y réfléchit, mais se rend compte qu'il serait plus facile de montrer que d'expliquer. Il lui dit donc de venir le voir dans le. La prochaine fois, il montrera la capitale à Kuno. Ce dernier, tout excité, se tourne aussitôt vers la princesse. Et lui dit qu'il la reverra très bientôt. Le lendemain, il retourne dans la capitale et obtient. Prêt à entrer à nouveau dans la tour noire. Lorsqu'il est entouré par les mages royaux, ravis de revoir Kuno. Il revient et commence à poser toutes sortes de questions. Mais avant même qu'il puisse répondre, Zo arrivé. Raconte. Kuno le suit à l'intérieur. Ri demande à Zo pourquoi diable il emmène Kuno à l'intérieur et lui demande. Horrifié, s'il va. Zo emmène Kuno dans la chambre des démons. Sans même prendre la peine de s'expliquer, il lui ordonne de créer le matelas à eau. Ce qui fonctionne parfaitement et bientôt tous les élèves curieux sont endormis. Ils se remettent en marché. Sur le plus haut, Zo demande à Kuno s'il a la moindre idée de ce qu'est une arme magique. Kuno répond que les armes magiques sont des armes spéciales capables de canaliser la magie de leur utilisateur. Zo acquiesce d'un signe de tête et explique
qu'il existe des mages spéciaux dont la seule fonction est de créer des armes magiques pour les mages royaux. Sur ces mots, il ouvre le. Kuno ouvre la porte de son bureau et découvre une pièce entièrement recouverte de poussière et de parchemin. Stupéfait mais excité, il s'apprête à. Il commence à parcourir les parchemins, découvrant un nouveau sort après l'autre, qu'il n'a jamais essayé auparavant. Elle feuillette le paquet de parchemins et découvre un livre magique spécial, qui n'était accessible qu'à quelques membres de la royauté. Mage, et prétend qu'il allait utiliser le pouvoir du népotisme pour obtenir ce livre. Il se tourna avec enthousiasme. Il s'adresse à Zo et affirme vouloir vivre ici pour toujours. Zo se retourne et lui dit qu'il n'a pas besoin de vivre. Il pourra tout avoir ici, et éventuellement, s'il le souhaite. Sur ce, il tourne son attention vers une boîte devant lui. Il affirme travailler depuis quelques mois sur un outil magique spécial. Et le diagramme que Kuno a vu. Hier, une illustration du même outil a été présentée. Kuno s'approche et ouvre la boîte, mais la trouve vide. Perplexe, Zo demande à quoi sert exactement cet objet. Zo répond qu'il essaie de créer un appareil qui puisse les aider à obtenir tout ce qu'ils veulent sans bouger. Par exemple, s'il voulait une pomme, l'appareil lui en créerait une. Kuno l'affirme. Qu'il adorerait avoir un appareil comme celui-ci et faire des crêpes avec. Zo répond qu'avec l'aide de Kuno, grâce à la magie de l'eau, il peut enfin entamer la phase de test du produit et le commercialiser. Zo affirme que la magie de la terre peut agir sur l'enveloppe extérieure, tandis que la magie de l'eau de Kuno peut s'occuper des mécanismes complexes à l'intérieur. L'appareil. Kuno réalise que cet appareil pourrait être un véritable succès et accepte de travailler avec Zo. Bientôt. Après cela, ils descendent déjeuner, et c'est là que le directeur des mages parle à Kuno de l'école de magie et la sorcellerie, où des mages du monde entier se rendent pour assister à des événements. Kuno n'en a jamais entendu parler et s'enthousiasme. À cette pensée, Zo lui dit de ne pas trop y penser. Pour l'instant, seuls les mages de plus de 12 ans peuvent s'inscrire. Mais pour l'instant, Kuno n'a que 10 ans, il ne peut donc rien faire. 2 ans s'écoulent depuis ce jour, et finalement, Zo prend une décision. Pour tester Kuno sur tout ce qu'il a appris au cours des 2 dernières années. Ils prennent place devant moi et les autres et Kuno se préparent avec leur magie de l'eau pour se défendre contre tout ce que Zo a l'intention de lui lancer. Zo souriait. Il crée une multitude de pointes grâce à sa magie de la terre et les projette sur Kuno, qui est contraint d'utiliser la magie composée pour créer une multitude de gouttes d'eau qui s'infiltrent dans les dégâts et reviennent sous forme de tsunami vers Zo, se brisant juste à ses pieds. Zo. Il sourit, affirmant avoir réussi le test, et Kuno est ravi de l'apprendre. Il rentre ensuite dans cette maison, Echo sort un pot magique qui, par magie, crée une tarte fraîche. Mary la goûte et déclare qu'il a le goût du pain frais sorti du four. Et même Kuno affirme que son produit a connu un grand succès sur le marché, mais il se plaint de n'avoir pas vu un seul centime pour lui et que tout l'argent soit allé dans la poche de Zo. Plus tard. Dans le bureau, Mary observe la pièce en affirmant que Kuno et Zo ont déjà collaboré à plus de 5 projets couronnés de succès. Des appareils magiques. Kuno affirme qu'un autre est en cours de fabrication et ils ont également publié 5 nouvelles théories sur la magie. Leur nouveau manuel de magie. Zo se tourne vers lui et lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter de l'appareil magique qu'il était. Cela ne change rien à son développement et lui rappelle qu'il aura 12 ans ce printemps et qu'il devrait se préparer pour l'école de magie. Au début, Kuno refuse de partir car il pense que Zo est le seul professeur dont il ait besoin. Mais Zo lui révèle qu'il est un terrien. Il est utilisateur de magie et ne peut pas enseigner grand-chose sur la magie de l'eau. De plus, le monde est très vaste et l'école de magie regorge des mages de l'eau extraordinairement puissants également. Kuno ne veut toujours pas vraiment partir, mais Mary lui donne un dernier coup de pouce. Elle prétend qu'il devrait partir et devenir un grand sorcier et promet qu'elle travaillera aussi sur elle-même et deviendra une belle femme au moment de leur retrouvaille. Plus tard dans la soirée, après avoir fait ses adieux à Zo,
Kuno retourne chez lui. Il étudie et réfléchit à la façon dont, ces dernières années, il s'est tellement habitué à ne plus utiliser ses yeux. Et à tout ressentir il avait oublié son ambition première, se créer une paire d'yeux fonctionnelle. Il réalise que la seule façon pour lui d'y parvenir serait de devenir plus fort et meilleur en tant que mage, et cela ne peut arriver que s'il obtient. Instruit par un véritable mage de l'eau. Plusieurs jours s'écoulent, tandis qu'il est obsédé par l'idée de trouver un moyen de. Il crée alors une paire d'yeux fonctionnelle. Et après plusieurs essais et erreurs, un beau matin, il y parvient. Enfin. Il réalise qu'il se complique la vie et réfléchit à des choses complexes alors que la réponse est très simple. Il a juste besoin de créer un miroir capable de refléter le monde et de le transmettre à son cerveau afin qu'il puisse comprendre ce qu'il voit. Il se met immédiatement au travail et, peu après, il ouvre les yeux pour la première fois de sa vie. Et contemple le paysage qui s'offre à lui. Des larmes coulent de ses yeux, et c'est une première pour lui aussi. Il fait le tour de la pièce. Il regarde des livres, puis finalement une fenêtre pour voir son reflet, lorsqu'il aperçoit soudain un géant. Un monstre insecte se tenait derrière lui. À sa grande surprise, le crabe restait immobile. Et un petit moment plus tard, Kuno réalise que cette chose ne représente pas une réelle menace pour lui. Il se tourne alors vers son invention et utilise sa magie pour créer un miroir devant lui. Depuis qu'il a décidé d'apprendre la magie, il a fait le vœu qu'une fois qu'il aurait fini de créer un miroir devant lui, il le ferait. Un nouveau regard sur lui-même. Il allait bien observer la personne qu'il déteste le plus, lui-même. Il se souvient à propos de toutes les fois où ses parents et les domestiques ont dû se mettre en quatre pour s'assurer qu'il ne se blesse pas. Le miroir étant créé, il ouvre enfin les yeux et se regarde longuement. Il remarque qu'il ne semble pas. Il est très grand et n'a pratiquement pas de barbe, mais c'est peut-être parce qu'il est encore enfant. Se tourne à nouveau vers le crabe et tente d'engager la conversation. Mais le crabe est toujours aussi muet qu'auparavant. Auparavant, il fixait le vide sans bouger un seul muscle. Kuno appelle Echo, qui arrive aussitôt. Une seule seconde. Mais elle ne jette pas un seul regard au crabe et continue de parler à Kuno, lui demandant s'il voulait quelque chose. Soudain, elle remarque une étrange boule magique flottant près de lui et le fait que ses yeux sont ouverts. Au lieu de fermer. Elle demande aussitôt, pleine de joie, s'il a réussi à créer un ensemble fonctionnel de. Kuno sourit et hoche la tête, ce à quoi Echo se jette sur lui, le félicitant pour son succès, mais dans le processus. Elle lance la boule magique en l'air, ce qui provoque de forts vertiges chez Kuno. Elle prétend qu'ils doivent lui dire. Son père s'empresse de répondre et lui annonce qu'elle va préparer un festin aujourd'hui en son honneur. Kuno regarde le crabe. À nouveau, elle le fixe d'un air absent, tandis que Kuno se demande s'il ne devrait pas tout simplement demander à Echo de le cuisiner et de le servir pour le dîner. Il reporte ensuite son regard sur Echo et remarque qu'elle semble avoir une corne sur la tête. Il lui demande. On lui demande sérieusement si elle a une corne sur la tête, mais Echo répond en plaisantant qu'elle n'a une corne sur la tête que lorsqu'elle est. Elle est en colère, mais sa colère disparaît lorsqu'elle est heureuse. Kuno ne sait pas quoi en penser, mais se dit que pour certains. La raison pour laquelle il n'avait jamais imaginé Echo avec une corne sur la tête. Kuno réalise qu'il doit continuer. S'il veut devenir le Rizzler, il s'entraîne à ses techniques d'approche à froid. Alors, il commence immédiatement à flirter avec elle. Echo prétend que la corne la rend très excitée. Ne sachant que répondre, elle se contente de déménager. Dehors. C'est la première fois que Kuno voit le monde extérieur de ses propres yeux, et il se tient là, dehors. Sur le champ s'étendait devant nous, offrant un magnifique paysage de prairies verdoyantes, de montagnes lointaines. Et d'un château au milieu. Étonnamment, il ne voit pas ce que n'importe qui d'autre verrait, mais ses couleurs sont inversées et peut-être. Les paramètres ne sont pas correctement calibrés. Le soleil lui apparaît noir. Le ciel d'un bleu éclatant lui semble d'un violet terné. L'herbe est d'un bleu pâle mortel. Même Kuno sent que quelque chose cloche, car aucun des livres ne mentionne un soleil noir.
En couleur et le ciel si violet. Echo arrive par derrière et l'aide à enfiler une cape pour se protéger du froid et lui suggéra d'aller annoncer la bonne nouvelle à ses parents. Kuno se décide finalement à demander. Echo pose la question qui le taraude depuis un moment et lui demande si elle peut voir le crabe géant qui se tient derrière lui. Hiko pense que Kuno invente simplement des histoires fantastiques et lui dit de la rendre vraiment cool dans l'histoire. Il se rend compte qu'il est plutôt inutile de parler à cette femme. Alors, ils continuent leur chemin à travers les prairies avec le crabe, en direction de son père. Il sait que l'expérience a été un succès retentissant puisqu'il peut tout voir à présent. Mais quelque chose le taraudait. Il a l'impression que quelque chose a mal tourné pendant l'expérience et qu'il ne devrait pas voir certaines des choses qu'il voit. Une fois dans le manoir, il voit enfin littéralement son frère, et non plus métaphoriquement comme auparavant. Ce qui va faire plaisir à de nombreux commentateurs qui avaient un problème personnel avec mes écrits auparavant. Sa mère et son frère sont tous les deux fous de joie d'apprendre qu'il peut enfin voir. Sa mère se met à pleurer en le regardant avec un sourire. Son frère le félicite d'avoir accompli quelque chose d'inédit. Kuno a du mal à se concentrer sur tout cela. Le taureau, cependant, voit son frère avec une magnifique paire d'ailes, comme s'il revenait d'une parade de la fierté. Tandis que sa mère a les yeux verrons, il trouve qu'ils ont tous les deux un look d'enfer et que personne ne lui a jamais rien dit à ce sujet. Il dit à sa mère qu'elle ressemble à une héroïne de pièce de théâtre sur une princesse et même son frère a l'air cool. Il se tourne vers lui et lui demande si leurs parents sont des anges au rabais ou un truc du genre. Mais cette famille a la fâcheuse habitude de ne pas répondre aux questions. Alors son frère répond qu'il ne sait pas tout. Puis il se tourne vers Echo et lui demande si, dans ce monde, les gens peuvent avoir des ailes. Mais Echo se comporte comme une Anglaise. Le professeur, cherchant à tout prix à donner un sens à un nombre comme 67, explique à Kuno que tout le monde naît avec des ailes. Lorsqu'il naît, c'est que Kuno lui-même vient enfin de déployer ses ailes en atteignant son plein potentiel. Il bientôt se rend compte qu'il est entouré d'idiots et décide que des choses comme le crabe, la corne, les yeux et les plumes sont immatérielles et visibles par lui seul, elles signifient que quelque chose cloche. Soudain, il entend son père courir. Il se tourne vers la pièce et se demande à quoi ressemblerait son père, mais à son grand désarroi. Son père ressemble à un candidat de Nickelodeon après un bain de slim vert. Son père le félicite joyeusement pour son exploit et il affirme qu'il enverra immédiatement une lettre à la capitale pour annoncer le succès de Kuno. Peu après, ils quittent tous la pièce, ne laissant derrière eux que Kuno et son frère. Kuno pense alors qu'il peut enfin poser des questions et demande si son père est d'habitude un vrai salaud. Son frère lui dit aussitôt de la fermer, comme le ferait son père. Il finirait par pleurer s'il entendait tant de vérité de la bouche de son propre fils. Kuno soupire et souriant, pensant à la façon dont ils se sont unis. Le malaise qu'il ressent dans sa maison est plus profond qu'une lampe de table cassée, et il décide de poser toutes ces questions directement à son professeur. Le lendemain matin, ses vœux sont exaucés lorsque le carrosse royal arrive de la capitale, transportant la princesse sœur Dario Ezo lui-même. Kuno descend aussitôt en courant pour saluer Mary. Il l'accueille chaleureusement dans son manoir. Mary est folle de joie que Kuno puisse à nouveau voir et affirme il a réussi là où personne d'autre n'avait réussi jusqu'à présent. Kuno garde les yeux fermés, car il a peur. Il regarde sa future femme, craignant qu'elle ne soit coupée en morceaux. Mais Mary demande à Kuno d'ouvrir les yeux, car elle veut qu'il voie. Elle est telle qu'elle est. Kuno ouvre lentement les yeux et la regarde. Il remarque sa posture royale, sa beauté. Des cheveux blonds qui brillent au soleil comme un million de fils d'or, et un sourire à la fois très discret et très attentif. Alors qu'il pensait enfin que sa fiancée n'avait rien d'étrange sur elle, il remarqua une plume solitaire sur le dessus de sa tête. Il pousse un soupir d'épuisement. Mais Mary pense qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Et commence à devenir incertaine. Kuno utilise immédiatement ses compétences de Rizzler pour me rassurer à nouveau. Il la compare à la plume d'une colombe volant librement dans le ciel.
Dario sort alors de la calèche. Il prétend que cette colombe est devenue de plus en plus douée à l'épée et qu'elle ressemble désormais davantage à un faucon qu'à une colombe. Non. Remarque une magnifique épée éthérée dans son dos et s'enquiert aussitôt de son existence. Mais Dario croit qu'il parle. Kuno commence à parler de son épée habituelle, de l'acier, de la façon dont il l'a vue une fois forgée dans le feu. Kuno réalise alors que son épée éthérée n'est pas réelle et ses yeux lui jouent des tours. Soudain, il entend la voix de Zo qui approche. Elle apparaît derrière lui et lève les yeux vers lui, pour alors apercevoir une lumière dorée émanant de lui, si intense que rien n'est visible dans le vide. L'éclat. Kuno se couvre les yeux et demande s'il est le professeur, affirmant qu'il ne voit rien à cause de l'éblouissement. L'éclat. Zo pense que Kuno essaie simplement de le flatter et répond qu'il est toujours éclatant, avec une présence rayonnante. Kuno ne sait pas comment faire comprendre à ces imbéciles égocentriques ce qu'il essaie de leur dire. Il se couvre les yeux et il dit à Zo qu'il veut discuter de quelque chose en privé et parvient à l'emmener dans une pièce où il lui révèle tout. Est capable de voir. Zo rit simplement de l'absurdité de la situation, car il ne peut pas croire que Kuno voit Meri comme une fille avec une seule plume sur la tête. Kuno lui dit de ne pas prendre ses problèmes à la légère car il ne veut pas se marier. Meri, tandis que lui a toujours un crabe à ses côtés et que Meri a une plume sur la tête sans aucune raison apparente, pense Zo. Zo lui explique qu'il voit le paysage avec une couleur différente de celle qu'il devrait voir. Il arrive à la salle de réunion. Il en conclut qu'il pourrait y avoir deux possibilités. L'une étant qu'il est capable de voir la forme de l'âme des gens. Cela signifie que le crabe représente sa propre âme. L'autre possibilité est qu'il soit en train de vivre une expérience. Un cas grave de maladie magique, qui lui provoque des hallucinations visuelles. Zo se souvient de l'époque où il traversait cette épreuve. Une forêt avec un champ magique très puissant qui l'a rendu malade et il avait l'impression d'être ivre de trop de choses. Il boit et commence à voir d'étranges créatures autour de lui. Kuno réalise que cela semble très similaire, mais Zo affirme qu'il ne dispose pas de suffisamment de données pour déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. De plus, il explique à Kuno que chaque l'animal voit les choses en différentes couleurs. Cela ne signifie pas que sa vue est défaillante, il devrait donc réfléchir à la sienne. La vision comme un don, et rien d'autre. Lorsqu'ils sortent, le soleil se couche déjà. Zo commence immédiatement. Il rit à l'idée de Meri avec une plume sur la tête. Le lendemain soir, ils fêtent tous le 12e anniversaire de Kuno. Ce qui marque également le début d'un nouveau chapitre de sa vie, car le lendemain, il partirait pour l'académie de magie. Son père lui offre un nouveau bâton de bois tandis que sa mère lui donne un nouvel ensemble de plumes. Son frère lui remet un livre de les bonnes adresses pour manger devenant le guide Michelin de son époque. Plus tard dans la soirée, Meri révèle enfin la sienne. Le cadeau se révèle être un bracelet dont elle possède déjà un identique. Kuno lui confie combien il va le regretter. Elle lui promet de revenir dès que possible. Ils se tiennent la main une dernière fois avant un long moment. Sous le soleil. Ciel clair de lune. Le lendemain, toute sa famille se prépare à lui dire au revoir. Sa mère ne peut retenir ses larmes, mais son père lui dit de faire bonne figure car Kuno aura énormément de mal à les quitter tous et risque de pleurer devant eux. À leur grande surprise, rien de tel ne se produit. En fait, Kuno ne les prend même pas dans ses bras et il monte dans la charrette et dit plus tard, femme, avant de partir en calèche, disant à sa famille qu'il reviendrait peut-être plus tard. Les 2 prochaines années, mais il se pourrait bien que non. Alors, qui sait? Sur ce, il s'installe confortablement avec Echo et commence. Il rêve de toutes les nouvelles personnes qu'il va rencontrer à l'académie et se demande quel est le niveau des sorciers qui y travaillent. Kuno, Echo et lui poursuivent leur voyage pendant 5 jours. Au bout de quoi, Echo commence à s'ennuyer et demande combien de temps cela va encore durer. Ils doivent atteindre l'académie. Kuno révèle que l'académie est assez loin. Leur meilleure option serait donc d'estimer. Il leur faudra environ 1 mois de voyage pour atteindre l'académie.
Kuno sait qu'Eko a décidé de ne pas y aller. Elle va à l'académie avec lui, mais lui demande si elle est sûre de sa décision. Iiko répond qu'elle a été à un. Elle est en âge de se marier depuis un certain temps et souhaite se marier et s'installer pour pouvoir enfin commencer sa vie pleinement. Elle prétend que si elle continue à sortir avec lui, elle deviendra trop vieille pour trouver un bon parti. C'est maintenant ou jamais, car si elle abandonne maintenant, cela signifiera qu'elle a renoncé à l'idée même d'avoir une vie. Kuno tente de la faire chanter émotionnellement et lui demande si elle pense qu'il peut vivre sans elle. Et Eko répond que si tel est vraiment le cas, serait-il prêt à répudier la princesse Mire et à l'épouser à sa place? Kuno. Il se tait aussitôt, sachant qu'il n'a rien à répondre, et regarde par la fenêtre où il aperçoit enfin la sienne. Le manoir de leur grand-père se profile au loin. Ils arrivent enfin au manoir et Kuno tente de se souvenir du moment où c'était la dernière fois qu'il est venu ici. Eko se souvient de tout et répond que Kuno a forcé toute sa famille à. Il est arrivé ici il y a environ 4 ans, après avoir appris que son grand-père possédait une immense bibliothèque remplie de livres magiques. À cette époque, Kuno faisait tout son possible pour apprendre la magie par tous les moyens afin de forcer sa famille à l'accompagner. Il s'est mis à faire une danse TikTok ridicule jusqu'à ce qu'ils acceptent tous de venir. Kuno sourit quand la porte s'ouvre derrière lui. Son grand-père apparaît alors, les bras ouverts, et déclare qu'il lui a énormément manqué. Kuno revient avec le même enthousiasme. Son énergie se répand sur lui et il s'étreigne. Kuno, encore sous l'effet de la lumière, voit son grand-père avec une multitude de cornes démoniaques sur la tête. Son grand-père prétend que lors de son s'il est accepté à l'académie de magie, il lui offrira tout ce qu'il désire. Iiko tente immédiatement de. Elle interrompt le vieil homme et s'éclaircit la gorge avant de déclarer qu'avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, la mère de Kuno le voulait lire la lettre qu'elle lui a envoyée. Le grand-père de Kuno, cependant, ne semble pas l'entendre et continue de poser des questions. Kuno lui demande s'il veut des bijoux et commence à appeler un bijoutier. Iiko l'interrompt une fois de plus, lui disant de lire le. Il reçoit d'abord une lettre de sa fille. Il la ramène donc dans son bureau, sort ses lunettes de lecture et se met à lire. Immédiatement agacé, car sa fille connaissait ses tendances et avait fixé une limite à la somme d'argent qu'il pouvait dépenser pour Kuno. Il prétend que cela ne devrait pas dépasser $10 000. Il est furieux, affirmant que $10 000 ne représentent rien dans cette affaire. Économie. Mais Kuno lui rappelle qu'il n'a que 12 ans. Et Eko affirme. Ces 10 000 représentent 3 mois de son salaire. Le grand-père est toujours déterminé à lui offrir quelque chose d'important, et il dit à Kuno que tout irait bien s'il n'en parlait pas à sa mère. Mais Kuno affirme que ce qu'il veut maintenant, c'est une autre servante, car Eko ne l'accompagnerait plus désormais. Son grand-père amène alors la nouvelle. Riko, la servante, qui est la sœur cadette d'Eko et qui a elle aussi une corne sur la tête, salue chaleureusement Kuno en affirmant qu'elle a accepté ce travail sur la recommandation de sa sœur et parce que le salaire était correct. Elle souhaite économiser pour son mariage et a déjà un fiancé, donc elle n'est pas ouverte au service de fin heureuse. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter car il a lui-même une belle fiancée. Qu'il devrait les chérir plus que tout. Riko acquiesce, affirmant qu'elle et son fiancé vont ouvrir un. Elle fait des économies pour l'avenir, donc elle met de l'argent de côté aussi. Un peu plus tard, les domestiques commencent à mettre le couvert. Prêt. Et Riko affirme qu'elle s'attendait à un gamin arrogant puisqu'il était censé avoir la cicatrice du héros. Mais Kuno semble. Kuno est plutôt cool. Eko affirme qu'il ne se soucie que de sa magie et qu'il en oublie souvent de l'utiliser. Un repas, elle devrait donc préparer des sandwichs pour qu'il puisse manger en travaillant. Cela rappelle à Eko tout ce qu'elle a vécu avec lui. Lorsque le père de Kuno l'a engagé spécialement pour son fils étrange. Elle était un peu désorientée. Mais elle a rapidement commencé à vraiment tenir à lui et ils ont traversé ensemble de nombreux moments de joie et de peine. Elle se souvient de la première fois où Kuno s'est habillé en uniforme pour aller à l'école et de la première fois où il a pu la voir de ses propres yeux.
Ce souvenir la rend triste et elle se tourne vers Rico, lui disant que Kuno est toujours l'enfant, quelle que soit sa réputation, ce qui signifie qu'il fait très confiance aux autres. Ce sera donc son rôle. Pour s'assurer qu'il soit tenu à l'écart de tout danger. Rico affirme que Kuno a une personnalité charmante et sait comment complimenter une femme signifie qu'il serait la cible principale de toutes les filles de l'académie. Qu'il y a de fortes chances qu'il finisse par devenir un coureur de jupons. Rico ne supporte pas cette idée et le dit. Sa sœur lui ordonne de se taire, car Kuno est un ange et il ne ferait jamais une chose pareille. Le lendemain matin, Kuno fait ses valises. Il rassemble ses bagages et s'apprête à partir lorsqu'Eko vient dans sa chambre pour lui annoncer que sa calèche est prête à partir. Il remercie Eko pour tout ce qu'elle a fait pour lui jusqu'à présent, affirmant qu'il ne serait jamais devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Il serait encore en vie aujourd'hui sans elle. Il affirme qu'il faudra encore quelques années avant qu'il ne la revoie. Et Eko lui dit que non. Elle s'inquiétera car elle l'attendra et sera probablement mariée et aura un enfant à ce moment-là. Il s'étreigne. Kuno monte ensuite dans la calèche à côté de Rico. Son grand-père le supplie de rester et de vivre en secret avec lui à la place. Mais Kuno n'en a cure et démarre la calèche, laissant derrière lui son grand-père et Eko. Kuno se retourne. Il s'adresse à Rico et lui demande si elle est d'accord pour laisser son fiancé derrière elle, car il va s'écouler plusieurs années avant qu'elle ne soit pouvoir le revoir. Mais Rico affirme que cela ne devrait pas poser de problème puisqu'elle lui en a parlé. Et puisque c'est pour l'entreprise qu'ils envisagent d'ouvrir, ils ont besoin d'argent. Kuno leur demande de quel genre d'entreprise il s'agit. Rico répond qu'ils ont décidé d'ouvrir un restaurant car elle aime cuisiner. Bref, et si jamais leur restaurant marche mal, ils pourraient apparaître dans l'émission Cauchemar en cuisiner. Obtenir l'opportunité de se faire traiter de beignet par Gordon Ramsay en personne. Jour après jour, ils se rapprochent de leur destination. Lorsqu'ils pénètrent enfin dans le royaume de Durashik, réputé pour sa magie, ils commencent à arpenter les ruées. Rico se rend compte que toute la ville semble avoir pour thème la magie. En passant devant l'un des magasins, Kuno remarque un tas des livres de magie à l'air intéressant. Il entre donc pour y jeter un coup d'œil. Il est émerveillé par le choix d'ouvrages. Là. Mais Rico demande ce qu'ils ont de si extraordinaire, puisque son grand-père possède une bibliothèque avec des milliers de livres. Kuno. Il affirme avoir déjà lu tous les livres présents dans la bibliothèque de son grand-père, qui n'étaient pas nombreux. Des livres de magie. Mais cette boutique est entièrement consacrée aux tomes magiques, et ils sont tous incroyablement rares. Rico demande. Kuno lui explique qu'il faudrait dépenser une somme considérable pour cela, même s'il ne sait pas s'il compte acheter quelque chose. Rico atteint son paroxysme en découvrant le prix d'un seul livre et est choqué de constater qu'un ouvrage unique peut coûter jusqu'à 5 millions de dollars. Elle affirme qu'elle ne pourra pas gagner autant d'argent en plusieurs vies et que même un quart de cette somme lui coûterait cher. Cela suffirait à lui permettre d'ouvrir sa boutique et plusieurs succursales. Kuno rit, affirmant que ces livres magiques font partie d'une. C'est gentil. C'est pour ça qu'un seul coûte une fortune. Mais avant qu'il ne puisse partir, une femme à lunettes passe. Elle s'approche d'eux et demande à Kuno s'il est magicien et s'il étudie à l'académie de magie. Kuno lui sourit et répond qu'il n'est pour l'instant qu'un candidat. Mais la femme semble très intéressée et lui demande de montrer quel genre de magie il possède. Kuno décide immédiatement de la transformer en chat et crée un petit chat grâce à sa magie, ce qui est un succès total car elle se met aussitôt à le câliner, affirmant que c'est l'une des choses les plus mignonnes qu'elle ait jamais vues. Kuno lui demande si elle est également magicienne, mais la femme répond qu'elle n'était pas assez douée, mais qu'elle adorait la magie. Alors elle a décidé elle travaille dans ce domaine. Elle affirme également que Durashik sera particulièrement intense cette année, car le Saint du Saint. Le royaume s'inscrit également cette année. Elle sort ensuite un livre, affirmant qu'il s'agit d'un exemplaire original du livre du plus. La célèbre sorcière Zo est prête à lui faire un prix très réduit. Kuno, cependant,
refuse et s'en va. Elle fait les courses avec Rico. Elle lui demande pourquoi il a refusé l'offre, car c'était une bonne affaire, mais Kuno répond que le livre était le plus important. Probablement la copie qu'il avait faite lui-même lorsqu'il travaillait avec Zo. Plus tard, ils entrent dans un autre magasin, vendant toutes sortes de. Rico commence à essayer différents vêtements tandis que Kuno, lui aussi, touche les tissus autour de lui. Il demande. Le commerçant demande au vendeur de quel animal provient la fourrure, et celui-ci lui répond qu'il s'agit d'une fourrure de renard noir. Kuno. Il réfléchit un instant avant de faire apparaître un renard sombre juste devant lui. Le gardien est stupéfait. L'animal est tellement réaliste qu'il en est déconcerté. Mais Kuno révèle qu'il peut tout créer si il sait ce qu'il ressente. Le commerçant se met à réfléchir et se demande s'il peut créer une femme pour lui. Cela met Rico en rage, qui dit au commerçant assoiffé de se tenir à carreau et le traite d'un sel avant de partir. Magasin. Il quitte cette petite ville et se dirige vers la capitale, Derishik, où ils arrivent finalement après quelques jours, ils sont immédiatement accueillis par une immense académie de magie, encore plus grande que celle que Kuno avait connue auparavant. Rico imagine qu'ils vont être logés, et Kuno la rassure en lui disant qu'ils auront une chambre en résidence universitaire, où elle logera avec lui. Une fois à l'intérieur, leurs espoirs sont anéantis lorsque la réceptionniste révèle que les résidences universitaires sont déjà complètes et s'il en voulait une, il aurait dû en faire la demande depuis longtemps. Ne sachant que faire, ils sortent de l'académie et Rico demande s'il ne devrait pas plutôt prendre une chambre d'hôtel. Kuno répond qu'ils le font. Il est censé rester ici plusieurs années et séjourner à l'hôtel ne sera pas une expérience bon marché. Il se demande si il devrait simplement trouver une chambre à louer. Lorsque la réceptionniste arrive et leur remet des prospectus contenant des informations sur à l'idée d'agents immobiliers capables de leur montrer des propriétés dans les environs, les yeux de Kuno s'illuminent aussitôt. À propos de louer une maison juste pour eux deux et de vivre seuls, comme il le faisait dans son pays d'origine. Ce même jour, ils réussirent même à obtenir une belle maison près de l'académie. Le lendemain matin, ils retournèrent à l'académie. Rico doit se rendre à l'académie pour passer le concours d'entrée, mais la réceptionniste lui explique qu'elle ne peut pas entrer car seuls les élèves et le personnel y sont admis. L'autorisation est accordée au-delà de ce point. Rico tente de la soudoyer, mais ils ne sont pas en Inde, donc cela ne fonctionne pas. Rico attend dehors. Pendant ce temps, la réceptionniste nommée Lou fait entrer Kuno par un couloir et le conduit sur un terrain herbeux où il trouve d'autres personnes attendent déjà leur évaluation. Mais c'est là que cette vidéo s'arrête. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Bienvenue sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.